Le coût de l'électricité a augmenté. De près de 13% l'augmentation de Comment est-ce que l'électricité. Oui. Et figurez-vous, les ministres au Togo, en moyenne, dépassent plus de 4 millions de francs CFA, c'est-à-dire leur coût de l'électricité par mois. Et c'est la population qui paie. Et dites-nous en réalité, avec cette attitude-là, vous allez dire que le gouvernement togolais ou bien le président togolais est un président panafricaniste? Ben non. Moi, je tiens toujours à dire les propos de Thomas Sankara qui dit l'impérialiste n'a pas de couleur. Tu peux être noir et être impérialiste. Parce qu'en réalité, l'impérialisme ne se définit pas par une couleur de peau. Quelqu'un qui est capable d'assujettir sa population, de ne pas donner de l'eau à sa population, de ne pas donner du manger à sa population, ben c'est un impérialiste. Pur et simple. Il n'y a pas... Et aujourd'hui, nous essayons tous d'être des politiciens, c'est-à-dire on veut dire tout, on veut essayer d'arranger le truc avant de le dire. Moi, je pense qu'on n'est plus à l'état d'arranger les trucs. On est des soldats. On dit les trucs tels qu'elles sont. On n'a pas la langue de bois. Et vraiment, comme la légende l'a dit, la seule solution, c'est que Méfort et ses frères, ses autres, là, quittent le pouvoir. Mais dites-nous, ils sont les seuls intelligents du Togo? Mais hier, j'étais dans un débat avec un d'entre eux qui disait, non, maintenant, dis-moi, si Fort quitte là, qui peut être président? Je dis, moi là, on me donne le Togo 1 an, je peux bien diriger plus que Fort dans 20 ans. Ce n'est pas une blague. Un pays de 8 millions d'habitants et de 56 600 km², dont déjà les promesses que le président de la République fait n'est pas tenues. Je vous donne un exemple. Et par rapport aux femmes enceintes. Déjà, il avait créé, il avait une institution, je ne sais pas, quelque chose, un ONG qu'il avait créé du nom de Wezu. C'était créé en septembre 2021. Et Wezu, en réalité, que Fort a créé, il a dit que c'est pour aider des femmes enceintes. Mais écoutez très bien, pour aider des femmes enceintes, pour payer des kits d'accouchement. Et les kits d'accouchement au Togo étaient élevés à 9 250 francs. Et ça a été dit que à partir de cet instant-là, que les femmes maintenant, pour le kit d'accouchement, doivent payer 1800 francs. Chers frères et sœurs, est-ce que vous pouvez comprendre que depuis 2021, il n'y a même pas un 5 francs qui est versé au CMS ou bien aux hôpitaux locaux du Togo? C'est-à-dire, Wezu n'a pas même versé 5 francs. Et ça devient une dette. Il faut préciser qu'ils ont pris des subventions pour ce programme-là. Oui, ils n'ont pas donné 5 francs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque ta femme est enceinte et que tu vas dans les hôpitaux plutôt, au Togo, les médecins te voient parce qu'il n'y a pas quoi que ce soit. Tu vas commencer à crier que non, l'État a dit ça. L'État ne paie rien. Ils peuvent te laisser mourir là-bas. C'est dans quel pays maintenant on se retrouve où, lorsque tu as fait un accident et que tu te retrouves à l'hôpital, il n'y a pas des premiers soins. Pourquoi? Parce que ta famille ou bien les membres de ta famille n'ont pas acheté un carnet de 350 francs pour qu'ils écrivent les trucs dedans. Quel est le rôle maintenant de l'État? Lors des campagnes, il vient dire, lorsque vous nous votez, nous allons goudronner. Est-ce que vous pensez que et c'est normal pour un ministre qui a fait déjà 20 ans de venir dire, lorsque vous allez nous voter, nous allons vous goudronner votre route, nous allons vous apporter de l'eau? Après avoir fait 20 ans, c'est maintenant que tu es en train de déposer ta candidature pour le poste ministériel. Donc dites-nous, il faudrait qu'on vote pour eux avant qu'ils nous fassent des routes. Mais c'est pas normal. On est où? Et dans tout ça, le Togolais n'est pas permis de parler. Pourquoi t'as parlé? Je prends le cas d'Amron. Les gens crient aujourd'hui, Amron a insulté, le président Amron a fait ça, Amron a fait des sorties. Mais moi, j'aime souvent dire aux personnes, mais est-ce que vous essayez de voir le fond de ce que la personne veut dire? Quand nous, on a fait les études, il nous donne des tests, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, faites le résumé. Ce qui veut dire, lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un fait un test, la première chose à chercher à savoir, c'est qu'est-ce que la personne veut dire? On doit voir le fond du truc et non la forme du truc. Parce que dans la colère, en parlant, tu peux faire des injures sous l'effet de beaucoup de trucs. Et maintenant, Amron est en train de parler, en train de dénoncer quelque chose. Et peut-être, dans ça, il a peut-être proféré des insultes. Mais qu'est-ce que Amron voulait dire?
C'est ça la question le plus importante à se poser. Ce n'est pas de venir arrêter Amron. La question que le gouvernement togolais devrait se poser est que qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il soulignait? Ben, c'était plus important. Qu'est-ce que le gars voulait dire? Le gars voulait dire juste que, écoutez, il y a une minorité qui s'empare de la richesse du pays. Et ça, c'est le propos même du président Fort Swaziland Nassingbe. Ça, c'est les propos même du président. Mais comment est-ce qu'on peut être dans un pays où... Comment est-ce qu'on peut être dans un pays où... Oui, oui, grand. Oui, je vous écoute. Vous êtes au Togo? Oui, oui, je suis au Togo. Ok, d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut être dans un pays où, à la fin de l'année, le port ne donne pas ses chiffres normaux, le phosphate, le quinquelin, le ciment, et beaucoup de trucs. On n'a pas de compte envers la population. Ben, Monsieur Jérôme, oui, pour qu'il y ait insulte envers une autorité, il faut que l'autorité soit légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, cette autorité, depuis 2005, est légitime? Attendez. Moi, j'aime souvent dire, attendez. Moi, j'aime souvent dire aux personnes, ne réclamez pas le devoir de l'enfant tout en oubliant le droit de l'enfant. On ne va pas à chaque fois. Non, monsieur Jérôme, revenez là, s'il vous plaît. En mars 2024, il y a eu coup d'État constitutionnel, un énième coup d'État constitutionnel au Togo qui rend le gouvernement togolais illégitime. Alors venir me dire aujourd'hui que Amron a insulté, il a insulté qui? Une autorité illégitime. Illégitime. C'est ce que je l'ai expliqué. Il n'y a même pas de débat. À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Dans un pays où les lois même sont violées par les parents, vous demandez à ce que les enfants vous respectent par après? Quand vous parlez de votre droit, où est votre devoir à faire? Quand vous parlez du droit de l'enfant, du droit de l'enfant, et son devoir. Et Amron a parfaitement raison. Mais disons la vérité. Si tu accumules, à un temps, tu es dépassé et tu parles. Et c'est normal. L'être humain est créé comme cela. Et vraiment, il faudrait que... il est temps que les autorités togolaises comprennent qu'ils ne sont pas les seuls intelligents du Togo. De laisser la place aux autres de venir faire... Si c'est pas bien là, on va les rappeler. Trump était reparti en Amérique. Il est revenu ou pas? Mais, oui. Donc, du coup, moi, je profite. Donc, moi, je profite pour dire vraiment, et on en a marre. On a faim, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a aucune subvention par rapport aux jeunes entrepreneurs. Il y a tellement de bâtons dans les roues qui fait qu'un jeune Togolais, quand il est au Togo même, la seule ambition qu'il a, c'est de quitter son pays. C'est de quitter son pays. Moi, je suis surpris la fois passée quand j'ai vu Traoré et le président du Burkina Faso, IB, donner des tracteurs et que le gouvernement peut venir sacler ton terrain. Je me dis, ah bon? C'est ça en Afrique? Mais je pense que c'est le temps qu'ils comprennent. Le message est clair. Vous avez fait, oui, ça n'a pas été bon, mais laissez la place aux autres. Même là, les gens d'ici peuvent diriger le Togo. Et pour diriger le Togo, il n'y a pas une étude qu'on fait spécialement pour diriger le Togo. Ou bien il faut avoir 2 têtes pour diriger le Togo. Et le problème même, tous nos problèmes là, moi je le dis souvent, et je le dis toujours, comme Thomas Sankara l'a dit, un militaire sans aucune formation idéologique et politique n'est qu'un criminel en puissance. Et si Amron... Motion. Si aujourd'hui... Motion pour vous, motion. Oui, ma motion. Je vais poser une question, monsieur Jérôme. Est-ce que ce n'est pas dû à votre armée également qui soutient le pouvoir en place? Moi, si c'est dur, qu'aujourd'hui, je prends un exemple plus simple comme ceci. Monsieur, là où vous êtes, je viens vous dire que je suis votre supérieur. Allez-y tuer votre maman. Vous allez aller le tuer? Déjà, faut savoir aussi que dans l'armée... Moi, j'aurais aimé qu'on me réponde à cette question. Mais vous êtes ma maman? Oui, mais c'est ce que je suis en train de tenter de faire.
Déjà, faut reconnaître que dans l'armée, Ok. on exécute les gens, on ne les discute pas. Oui. Donc, si vous parlez en termes militaires, oui, je dirais que la personne va faire et après elle va se poser des questions parce que elle a prêté serment et elle se doit de respecter son supérieur, sa hiérarchie. Mais si vous parlez de l'éthique Ben moi, je dis que humaine, ça, moi, je dirais que ça, c'est un lâche. Moi, je dirais que c'est un lâche. Parce que, non, laissez-moi vous dire quelque chose. Bien avant, non, non, je vais revenir. Bien avant qu'on ne prête serment, on a quelque chose dont je souligne, la moralité, l'intégrité. Tu ne peux pas te lever parce que tu es mon supérieur pour venir me dire, va tuer quelqu'un et moi, je vais me lever bêtement. Moi, je vais te dire non. Moi, je vais te dire non. Le seul problème que les militaires togolais ont, ou bien les soldats togolais ont, c'est parce qu'ils ont perdu leur moralité, leur intégrité. Parce que on se lève, on te dit, va tuer quelqu'un, tu te lèves et puis tu te pars. Moi, je vais te dire non. Moi, à leur place, je te dis non. Non, Mais mais si tu sais dans pas faire l'armée, ça serait entre toi et c'est moi. dans les armes, c'est dans les armées claniques La légende, la que légende. vous avez. La légende. C'est maintenant ou jamais. La légende, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'armée togolaise, la plupart ne viennent pas du Nord? D'où ils viennent? Oui. Eux qui souffrent le plus. Bravo, Mais- bravo mais- pour la question, bravo pour la question. Oui. Parce que, C'est ce que parce je que vous moi, dis. moi, je suis passé plusieurs fois. Attends, à moi, j'étais Kara. allé Quand à tu la prends, passer. Moi, j'étais allé à la Monsieur passer Jérôme, au Nord. Monsieur Jérôme, attendez une seconde. Parce que quand tu prends Lomé, ma personne, Soulé, quand tu prends Lomé pour partir à la frontière Burkina, parce que moi, j'ai déjà fait cette route-là plusieurs fois, en quittant le Nigeria jusqu'à partir au Mali, tu passes par la route, quand tu quittes Lomé, la capitale, pour pouvoir partir au Burkina, à Sinkassé, tu passes par là, par chez lui, la Kara, là. Mais c'est sécurisé, il y a des barrages et des barrages, des militaires. Et quand tu demandes, non, le président vient de là, est-ce que c'est pas parce que l'armée, les hauts responsables de l'armée viennent de chez lui? Est-ce que c'est pas pour ça? La légende. Allô, la légende. Moi, pour répondre à ça, quand Ok, la je légende n'est pas comprends. là, moi, pour répondre à ça, moi, je vais te dire que non. C'est pas parce que le président vient de là, ou bien les hautes gradés de l'armée sont du Nord. Est-ce que vous avez déjà fait un escale au Nord? Vous avez vu la vue que ces personnes-là mènent là-bas? Leur vie est très difficile puisque nous qui sommes au Sud, hein. C'est juste parce qu'ils sont des lâches. C'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions. C'est juste parce que, et je ne sais pas, ils sont animés par l'esprit de peur. Est-ce qu'on parle de la majorité? Je demande, est-ce que la plupart des gens de l'armée viennent de chez lui? Là, ils pensent à leur ventre. Ils pensent à la cupidité. Ils ne pensent qu'à eux. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils pensent à la population du Nord? Ils pensent qu'à eux seulement, en fait. Mais là où je suis en train de venir, est que vous voyez, oui, la plupart la popularité vient du Nord. OK? Et moi, j'ai connu beaucoup de colonels, beaucoup de soldats à la fin après le travail. Et la plupart des militaires, écoutez-moi très bien, qui viennent même du Nord. La plupart des militaires qui sont du Nord, après leur temps de service, vous savez ce qu'ils font? Beaucoup d'entre eux deviennent des chauffeurs, des émidiamans, des gardiens. Ce n'est pas qu'ils sont favorisés. Ce n'est pas qu'ils ont une meilleure condition de vie plus que les autres. Non. Et la preuve, la plupart de nos généraux et autres, la plupart d'entre eux finissent avec des, je ne sais pas, on dit tu as fait ça et puis tu finis en prison. C'est juste parce que ces personnes-là ont vraiment du mal à se décider. C'est pour cela, moi, je viens de dire, tout militaire, ou bien un militaire, sans aucune formation idéologique et politique, n'est qu'un criminel puissant. Je pense que, si je veux revenir à vous, je pense que ce que l'armée, ou bien ce que les dirigeants togolais essaient de faire de plus, c'est qu'ils empêchent l'armée là d'être formée idéologiquement et politiquement. Mais si aujourd'hui, le peuple dit, non, écoutez, on en a marre, ça va un peu changer, mais écoutez-nous le peuple. Vous ne dirigez pas des moutons, vous dirigez des humains. Excusez-moi, Après les fauteuils, j'étais pas à après le poste côté. ministériel et autres, là, il n'y a pas d'autre vie. Excusez-moi, j'étais pas à côté. Oui, oui, effectivement, Tania. L'armée, d'abord, il faut comprendre l'histoire de l'armée togolaise. Sylvanus Olympio, quand il est arrivé, quand il était élu président du Togo, ne voulait pas tout de suite créer une armée républicaine.
Non, sa priorité, ce n'était pas ça. Il voulait mettre en place une police pour gérer les affaires communes dans les villes et dans la cité. Mais il n'était pas question pour lui, parce que pour lui, en tant que panafricain, il n'était pas question pour Sylvanus Olympio de créer une armée. Parce que pourquoi aller faire la guerre? Parce que quand on crée une armée, c'est pour protéger son territoire et aller faire la guerre à d'autres nations. Sylvanus Olympio n'avait pas ça en esprit. Donc, il a refusé la création d'une armée après les indépendances. Ce qui a créé un problème entre lui et Eyadema. Parce que Eyadema, en ce temps-là, rentrait de la guerre d'Indochine ou d'Algérie, avec quelques-uns de ses compères. Il venait de Voilà, rentrer Indochine. Voilà. Et il ne voulait pas les intégrer dans l'armée, il ne voulait pas faire l'armée. Il voulait pas créer l'armée. Voilà. Donc, une fois que Sylvanus Olympio a été assassiné, Eyadema a créé l'armée togolaise avec l'administration post-coloniale française. Il faut bien Donc, expliquer à ça. ah oui, La partie. Parce que les gens ne effectivement. connaissent pas l'histoire. Il faut bien expliquer Effectivement. Parce que l'armée togolaise a été formée par l'administration coloniale française sur des culturels ethniques, ça. Exactement. sur des critères ethniques. Notez-le bien, l'armée togolaise a été formée sur des critères ethniques. C'est pour ça que vous aviez, à l'époque déjà, les premiers soldats qui étaient dans cette armée togolaise, qui étaient originaires du nord du Togo uniquement, en raison de leur culture guerrière. Et leur rôle et responsabilité, c'est de protéger le pouvoir. C'est comme ça que l'armée togolaise est née. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes en 2025. La plupart de nos soldats aujourd'hui togolais, la grande majorité reste toujours des gens qui viennent du Nord, originaires du Nord. Parce qu'ils ont créé un système d'exclusion même des sudistes. Est-ce que vous comprenez cela? Ça crée un climat déjà de tension dans le pays. Mais au sein même de cette armée, vous avez des divisions. C'est pour ça aujourd'hui, au Togo, vous avez des casernes militaires où vous avez des militaires qui ont des armes mais pas de balles. Et vous avez d'autres casernes dans lesquelles vous avez des militaires qui ont des armes avec des balles. Et vous avez d'autres casernes où eux, ils n'ont rien du tout. L'armée est scindée. Il y a beaucoup de semblants. Aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de semblants, mais ils sont très divisés. Beaucoup de militaires nous attendent nous les civils. Parce que pendant tous les soulèvements, de toute façon, parce que quand on les a étudiés, tous les soulèvements populaires qu'il y a eu au Togo, il y a eu toujours une partie de l'armée qui a toujours été d'accord avec le peuple. Et il y a le Père Dieu là qui souhaiterait monter. Si vous pouvez le monter, ce serait très bien. Parce qu'il va encore lui vous expliquer cette spécificité qu'a l'armée togolaise. Excusez-moi, j'ai un angine là qui me fatigue. Oui, moi je voulais... Donc, sachez qu'il y a cette division au sein de l'armée aujourd'hui. Oui. Je voulais expliquer quelque chose que les gens ne comprennent pas. Jérôme a parlé, ma personne. Jérôme a parlé. Ok, on va monter. Allez-y. Le peuple Dieu. Allez-y. Hein. Oui. Vous parlez de moi? Ok. Voilà. Je voulais éclaircir. Le problème de l'armée, c'est parce que les sudistes se pensent plus intelligents que les nordistes. En 1967-68, le père du fort, Eyadema, il a essayé de faire venir... Je vais vous prier de retirer ce que vous avez dit sur ce pense plus intelligent. Je vous prierai de retirer ça parce que c'est une insulte, aux nordistes, qui sont nos frères et qui sont très intelligents. Oui. Donc c'est une insulte. Non, je ne les insulte pas. C'est-à-dire, je voulais expliquer quelque chose. Par exemple, dites juste que je retire cela, c'est tout. Il faut retirer et puis reformuler. Il faut reformuler. Voilà, je retire cette formule. Ce que je voulais dire, au juste, c'est pas ça. Je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire?
en 67-68, au moment où on faisait descendre les fonctionnaires du sud au nord et les fonctionnaires du nord au sud, ils ont amené comme quoi les fonctionnaires, par exemple les enseignants, ne devaient pas descendre avec leur famille, leurs femmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les enseignants qui descendent par exemple de Mango, d'Apaon, jusqu'à Lomé ou Palimé, ils rentrent et puis ils marient les femmes du Palimé ou de Lomé ou de, je sais pas, Tchévier ou d'Aneho. Maintenant, ces hommes se marient avec les gens du sud, de l'est, du nord, du centre. Et c'est comme ça partout dans les villages que tu rentres aujourd'hui au Togo, tu trouveras toujours les familles, les ethnies kabyères qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est la cohésion sociale qui crée ça. Oui. Dire que des nordistes ont épousé des sudistes, ça, c'est fréquent partout. Ça, c'est pas un problème. Non, c'est pour vous expliquer pourquoi le coup d'État ne marche pas. Chaque fois où on essaye, ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un complot, il y a toujours quelqu'un derrière qui dénonce toujours. Il y a toujours les gens qui quittent derrière les comploteurs pour aller dénoncer. C'est pourquoi le coup d'État ne marche pas. Et Oui, si ça doit venir, non, c'est parce qu'il y a des traîtres. Non, ça, les traîtres, ça existera toujours. Les traîtres dans une société, ça existera toujours. Ça, même, vous allez sur Mars, là, vous trouverez des traîtres martiens là-bas. Donc, votre analyse, je suis désolé, elle est un peu biaisée. Pour la corriger, il faudrait plutôt, au lieu de parler de la... Est-ce qu'on m'entend? La légende. Je peux rajouter quelque chose par rapport aux traites. Les traites, il y en a de tous les couleurs, hein, de tous les ethnies et dans tous les peuples. Il y a des traites partout. Donc, c'est pas une spécificité à une race ou à un peuple ou à une ethnie. C'est pas propre à un genre, en fait. Non, je ne dis pas un ethnie. Je ne dis pas un ethnie. J'ai dit pourquoi les coups d'État ne marchent pas. Je suis en train de donner mon analyse. Pourquoi? Selon moi, pourquoi les coups d'État ne marchent pas? Parce qu'il y a toujours des traites parmi. Et si ça marche chez les autres, pourquoi ça ne marche pas au Togo? Bonjour tout le monde. Souley de Paris, Tania, et salut tout panafricain ici, bonjour. Et n'oublions pas que depuis l'installation de ce régime de la France-Afrique, qui est le RPT UNIR, il y a eu une politique de l'affamé qui a créé dans le pays des éternels affamés, des éternels esclaves d'un régime. Maintenant, si nous prenons en fait l'armée togolaise est cette armée-là qui souffre le plus de ce même régime. Parce que non seulement ils ont affamé l'armée, ce qui leur a permis de créer au fait des traites dans l'armée. L'armée togolaise, on crée des traites ou soit on crée des zélés. C'est tout ce que l'armée togolaise a créé pendant plusieurs années. Soit des traites, soit des zélés. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent prendre en fait quelques élites, quelques personnes qui peuvent servir les intérêts du régime pour faire des zélés. Et à la fin, qu'est-ce que ce régime fait? Ce même régime qui crée des soldats ou des militaires zélés laisse à la fin de la journée, reprend ces mêmes zélés. Si ces zélés deviennent des dangers pour eux, les reprennent et les remettent en fait en prison. Mais non, une fois les avoir jetés au fait en prison, ces anciens zélés vont vouloir se rebeller contre le régime. Qu'est-ce que le régime refait? Il les reprend comme de jolis toutous, ne serait-ce que pour salir leur image devant le peuple. Et comme d'habitude, comme c'est des affamés, ils reviennent au fait à la table pour manger des miettes. Donc, quelque part, l'armée togolaise souffre autant que le peuple togolais. Nos militaires, il vous suffirait juste de regarder comment sont habillés nos militaires pour savoir combien de fois ils sont en train de souffrir. L'armée togolaise, la police, la gendarmerie vit de la raquette. Notre armée vit de la raquette. Au Togo, quand vous sortez et que vous voyez quelqu'un, un jeune Togolais, et que vous posez la question au jeune Togolais, il y a des voleurs de ce côté, il y a les polices et la gendarmerie de ce côté. Où est-ce que vous allez passer?
le jeune Togolais va vous dire qu'il préfère faire face au fait aux voleurs que de faire face au fait à la gendarmerie. Parce que on a tellement vendu le zèle dans le pays, pour le jeune Togolais, le peuple togolais ne se sent même pas en sécurité devant en fait cette armée. Si nous prenons la majorité de ces personnes-là qui ont dirigé l'armée au Togo, bon nombre d'entre eux ont fini comment? Emprisonnés. Pour avoir osé même parler, dénoncer. Bon nombre d'entre eux. Donc au Togo, depuis la nuit des temps, il y a une politique de l'affamé pour soumettre au fait le peuple. Au Togo, dans les années passées, rentrer dans l'armée ne te donnait pas l'impression de servir ta patrie, mais te donnait ce genre d'aide d'appartenir. Parce que depuis longtemps, ils ont cherché par tous les moyens de diviser le peuple togolais en disant que ouais, que les gens du Nord n'aiment pas les gens du Sud et que l'armée est réservée pour les gens du Nord et que les gens du Sud ne peuvent pas rentrer dans l'armée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du Sud qui sont dans l'armée, qui sont des hauts gradés, mais qui ont trahi le peuple. Parce que quoi? Parce qu'ils se sont sentis comme quoi il nous faut appartenir au régime pour manger parce que ils sont des affamés. Voilà. Donc la politique depuis au Togo a été le plus on affame le peuple, le plus on maintient le pouvoir sur le peuple. Et ils ont oublié que un peuple qui a faim, qui grandit dans la faim, qui meurt dans la faim, le jour viendrait, il n'aura plus peur d'avoir faim. Je me pose ici en entendant. Merci. Merci beaucoup, le Père de Dieu. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose avant qu'on ne continue. Ah oui, oui, tu voulais parler, vas-y. Alors, vous voyez, Soul a dit quelque chose moi qui me plaît et ça me sied. On ne peut pas regarder nos parents du Togo dans cette souffrance-là et se taire. Parce que nous avons porté la chasuble, ok, d'un sacerdoce que vous savez vous-même en tant qu'Africain, c'est pour la liberté. Et quand nous nous érigeons, ok, en combattant des libertés des peuples, c'est pour ça qu'on nous a vus au Mali, on nous a vus au Burkina, on nous a vus au Niger, en Côte d'Ivoire, on ne parle pas parce que c'est notre pays. Et là-bas, le combat a démarré là-bas. Mais si vous voyez aujourd'hui nos postures sur les réseaux sociaux, mais c'est parce que nous sommes affligés de voir nos parents dans les difficultés et dans la souffrance. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous taire face à ce qui se passe. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous sommes obligés de marquer ce pas-là. Nous sommes obligés de marquer ce pas-là pour que tous les Africains de n'importe quel pays puissent comprendre que le combat que nous sommes en train de mener est un combat qui est africain. Et si partout, je me rappelle même pas plus tard que 2 jours, 3 jours, le président a fait un live tout à l'heure sur le Cameroun. Il y a une soeur qui a été arrêtée là-bas. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il s'est senti au cœur de la peau d'un prisonnier aussi. Parce que nos frères qui aujourd'hui ont le courage de prendre la parole sur les réseaux sociaux, ok, sont injustement emprisonnés parce qu'ils se retrouvent dans leur pays d'origine. Donc il va falloir que nous on se réveille pour se plaindre par rapport à toute cette situation. Et c'est pour ça que j'aimerais dire vraiment merci au B52 d'avoir levé, ok, ce speech-là ce matin, parce que c'était un très beau speech. Moi j'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, les frères togolais, moi je vis avec des Togolais ici, dans ma ville. Ils ne veulent même pas partir chez eux. C'est-à-dire que quand tu parles un peu, ils te disent que mon frère, pardon, hein, moi je n'ai pas de problème avec Fort. Moi je suis bien pour moi ici. Il y a un mec qui m'a dit clairement que lui, plus jamais, il va partir au Togo. Tant que le régime est là, lui il dort. Il dort pour les États-Unis. Et Soulé, parce qu'il n'a pas les moyens d'aider son peuple, il peut le faire. Mais dès que tu commences à vouloir aider le peuple du Togo, Ford trouve que c'est une affaire que tu es en train de lui faire parce que lui veut laisser le peuple dans la pauvreté. Et ça fait mal quand tu entends ça. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de courant au Togo. Des frères se sont associés, voulaient venir faire des forages au Togo.
et M. le B52. Mais imagine ce qu'on leur a dit. Refus catégorique. Pour faire forage aujourd'hui, on a dit qu'il faut avoir licence au Togo, dans les villages où il n'y a pas d'eau. Pour permettre aux parents, attends, je termine. Pour permettre aux parents d'avoir seulement de l'eau pour boire, de l'eau pour boire. Le monsieur Foy Yassine, qui est au président au Togo, bien assis dans son palais présidentiel. Ok, comme tu as si bien le dit, monsieur, il fait la bunga bunga. Hein? Mais il est assis là-bas et il décide pour le bas peuple qui est en bas, pour des gens qui veulent l'aider. Mais comment on peut encourager les milliardaires, les millionnaires togolais qui sont à l'extérieur du pays à venir investir dans leur pays? Personne n'a parti. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher un crédit de 100 milliards pour faire le même projet que les gens ont voulu faire au Togo. Il ne fait pas le projet. Il ne met rien en action. C'est lui qui dort sur le projet, l'argent. C'est lui qui distribue ça à ses chefs d'état-major pour torsionner le peuple, pour les chicoter. Est-ce qu'on peut continuer de soutenir un pays comme ça? Moi, je dis non. Moi, je demande au peuple du Togo de faire comme nous aussi, de hausser le ton et de se lever. Foy Yassine ne pourra pas prendre tous les Togolais pour les mettre en prison. C'est pas possible. Je répète encore, M. Foy Yassine Yadema ne pourra pas prendre tous les Togolais et les mettre en prison. C'est pas possible. De la même manière, M. Ouattara est en train de se comporter en Côte d'Ivoire. C'est la même manière. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé au Togo, cette forfaiture. Mais d'autres même nous disent que, est-ce que M. Ouattara ne va pas appliquer la même chose en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu comprends, M. Souley? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils se suivent, en fait, dans leur dictature. Il dit, est-ce que M. Ouattara ne risque pas d'appliquer la même chose que M. Foy Yassine a imputé au Togo par rapport aux élections présidentielles? Beaucoup se posent la question aujourd'hui. Donc, pour vous dire quoi? Pour dire simplement que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat de liberté. Et nous n'allons pas accepter que des gens viennent phagocyter notre combat. Jamais. On ne va pas accepter ça. Nous serons fermes là-dessus. Et ça, c'est clair. Soit M. Faure se met à travers le peuple, soit le peuple dégage. Point barre. Parce qu'on ne peut plus s'asseoir et puis regarder le petit peuple du Togo, ne serait que 8,9 millions d'habitants, qui ont des ressources pas possibles, mais qui sont en train de souffrir. On ne peut pas continuer de regarder ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait avec ses ressources? Et son pays aussi a devenu la plaque tournante de la drogue. Ça, c'est la vérité. On parle même de ces bandits-là. Il fait partie de ce clan-là aussi. Mais comment on peut travailler avec des gens comme ça? Moi, je trouve que c'est pas sérieux. Il faut vraiment se désolidariser de ce monsieur. Il lui dit que tu ne peux pas faire la même chose. C'est pour ça que M. Ibrahim Traoré a dit que pour être de l'AES, c'est coincé. Mais les gens ont dit, oh, mais pourquoi il dit ça? Mais c'est la vérité, c'est coincé. Parce qu'on ne peut pas prendre des voyous, les mettre au sein de l'AES qui ne vont rien foutre. C'est pas possible. Parce que l'AES est fait formé pour les peuples. Et c'est le peuple qui défend les pays de l'AES. C'est une vérité. C'est les peuples africains. C'est nous qui défendons les pays de l'AES. Et si nous voyons que nos présidents de l'AES sont déconnés, on va les rappeler à l'ordre. Non, on s'en fout. On va les rappeler à l'ordre. S'ils ne veulent pas, on demande au peuple de se lever. Parce que nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter qu'on torsionne le peuple. Jamais. C'est comme ça que je demande au peuple togolais de se mobiliser. Mobilisez vos familles. Ne vous laissez pas abattre. Je vous remercie. C'est le cas, je me le coup. Bonjour, bonsoir à tous. Je ne sais pas si je peux avoir rajouter là depuis quelque temps. Là. Oui, vous allez avoir la parole. Je voulais juste rajouter ceci rapidement. Est-ce que vous savez, un militaire au Togo gagne entre 80 000 francs CFA. Les militaires togolais au Togo gagnent entre 80 000 francs CFA et 150 000. Souley, au 21e siècle, un père de famille, tu dois payer maison, écolage, écolage, nourriture de tes enfants. Tu vas aller travailler un mois, risquer ta vie pour ta patrie, pour gagner 80 000 francs CFA ou 120 000. Ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a tellement de désertion dans cette armée, surtout avec ce qui se passe au nord du Togo. Les jeunes désertent l'armée parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne gagnent rien et en plus, on ne leur donne pas des outils de jardin adéquats quand ils sont au nord pour défendre la patrie. Parce que tout l'arsenal est concentré au sud, à Lomé, pour protéger le prince. Voilà la situation dans laquelle ils sont. Et ils nous le disent, à nous activistes, secrètement. Levez-vous. Ça va être difficile. Le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, on sera là. Je m'arrête.
Moi, la conclusion que je tire, le message que je tire, c'est que l'armée elle-même, en quelque sorte, est aussi victime. Une partie de l'armée est aussi victime, c'est ça, Effectivement, voilà, ils sont victimes. voilà, parce que moi, je dis que j'ai un mauvais souvenir de l'armée togolaise, hein, quand ils ont volé les urnes, pour tous les Togolais qui se rappellent de ça, l'élection qui a eu lieu, la première élection où Fort a remporté, dans une école, l'armée a osé prendre les urnes pour fuir avec ça. Dans plusieurs écoles. En 2005, vraiment, c'était vraiment honteux. C'était vraiment honteux. Et donc, c'est resté dans ma tête. Et donc, j'ai une très mauvaise image de l'armée togolaise. Et là, je constate qu'elle-même, elle est victime de son soutien. Voilà, elle est victime de son soutien. Donc, anyway, on y va. Qui voulait parler? C'est moi. Ok, vas-y, Immigré. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous, dépendant de votre position. Je m'appelle Simon-Pierre Tonguino, je suis guinéen. Avant de commencer, je vais rebondir un peu sur la situation du Togo, venir un peu sur l'AES et parler un peu de mon pays. Déjà, ma pensée va au peuple togolais par rapport à ceux qui traversent. C'est vraiment difficile. Je suis les lives togolais, le train en marche et autres. Et j'ai des amis togolais, parfois on débat sur la géopolitique ou la politique interne ici du Togo. C'est compliqué, c'est compliqué. Pour commencer, parlant ici de l'armée, déjà l'armée doit être républicaine, ça c'est un. Vu la situation du Togo actuellement, on peut pas dire que l'armée est républicaine. Parce que si l'armée même n'a pas de moyens même de se défendre ou défendre le pays, c'est compliqué. Un régime qui affaiblit l'armée, c'est vraiment, comment dire ça, un régime qui enterre, disons, le pays. Parce que l'ennemi peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Maintenant, parlant maintenant de la politique, je pense que c'est au peuple togolais de se mobiliser parce que l'armée, quels que soient les traits qui sont dans l'armée, il y aura toujours des personnes, des leaders qui sont animés par la justice, par la liberté du peuple. Il y aura des militaires qui seront patriotes. Donc, il faudrait que l'armée, en premier lieu, il faudrait la population en premier lieu, je veux dire, sorte, manifeste massivement pour que ça donne vraiment cette envie patriotique, quelle que soit la situation, aux militaires de faire ce qu'ils ont à faire. Quand nous prenons parallèlement à ce qui s'est passé en Guinée en 2021, le coup d'État, on avait une armée qui défendait un régime politique qui était là, qui voulait un troisième mandat, mais au fond, ce régime n'était pas là pour l'intérêt ici du peuple guinéen. Le troisième mandat est passé, il y a eu coup d'État après juste le troisième mandat. Pourquoi? Parce que pour que le troisième mandat passe, il y a eu beaucoup de vies humaines qui sont tombées. Il y a des jeunes qui sont sortis manifester, dire non. Mais malgré ça, ils ont fait le forcing. Il y a eu le troisième mandat. Après le troisième mandat, les forces spéciales guinéennes ont pris leurs responsabilités. À la tête, le président Doumbouya aujourd'hui, qui a décidé d'aller à la mort pour défendre ici vraiment les valeurs qu'il croit en tant que militaire. Parce que moi qui vous parle, je suis militaire. Et je sais les valeurs qu'on donne aux militaires, peut-être les civils ne sont pas mieux placés pour comprendre, mais si tu es dans l'armée, tu vis en fonction des valeurs. Si tu vois que la société là ne reflète plus ces valeurs, mais pourquoi tu es dans l'armée maintenant? Pourquoi tu sers l'armée de ton pays si ces valeurs pour lesquelles tu as rejoint l'armée ne sont plus? Donc ça c'est la première des choses que je voulais signaler. Donc c'est au peuple d'encourager les militaires togolais de renverser ce régime qui appauvrit le peuple togolais. C'est ça. Parce que un régime qui sert plus l'intérêt de son propre peuple n'a plus raison d'être. Voilà, ils doivent juste dégager. Voilà. Maintenant, pour revenir un peu sur l'AES, l'AES, c'est vraiment un combat noble qu'ils sont en train de faire pour la libération de leur pays, pour la sécurisation. Maintenant, concernant l'AES, j'aimerais éclaircir un peu de choses. Peut-être, je vais pas être d'accord avec certaines personnes, mais de mon point de vue, l'AES, le combat qu'ils sont en train de faire par rapport à la Guinée a déjà fait ce combat depuis 58. On a dit non à l'impérialisme. Récemment, il y a un journaliste malien qui est sorti, qui a dit que la Guinée avait trahi l'AES, le Mali, le président Koïta de Mali et Ibrahim Traoré, parce que selon lui, la Guinée a une base arrière française ici pour déstabiliser l'AES. Et ces allégations sont pas vérifiées et sont fausses, ces allégations, parce que depuis 58, on n'a jamais eu de base aérienne. Frère, Immigré, oui. Tu as dit que c'est un journaliste qui a dit non? C'est un journaliste malien qui a dit. Est-ce que c'est les autorités maliennes, guinéennes et burkinabées ou nigériennes qui ont dit?
Bon, c'est pas les autorités. Quand je prends l'autorité, par exemple, du Niger, il y a un moment, là aussi, il a commencé à aller dans cet état d'esprit et le président a répondu en disant quoi, le jour de la fête d'indépendance, il dit, c'est celui-là qui divise, qui gagne l'intérêt. Parce que aujourd'hui, si on met des trucs, on vous donne des informations qui sont pas avérées, vraies, donc ça divise. Donc ça a toujours été comme ça avec les impérialistes. Ils divisent pour régner. Vous comprenez? Moi, je pense que l'AES, dans le combat qu'ils sont en train de faire, c'est un combat noble. Comme je dis, c'est un combat que la Guinée a eu à faire depuis 50 ans. Aujourd'hui, le combat de la Guinée, c'est libérer vraiment, développer ici la Guinée et développer la sous-région. Maintenant, l'un des actes forts que la Guinée a mis en place pour montrer vraiment le patriotisme, comment on dit ça, le panafricanisme de la Guinée à travers ses pays frères, c'est quoi? Non seulement nous avons dit clairement que nous sommes pro-africains. Nous travaillons avec toute personne qui veut l'intérêt du peuple africain, l'intérêt du peuple guinéen. Si vous savez, vous venez, vous travaillez, gagnant, on travaille avec vous. Maintenant, un autre exemple qui prouve que vraiment nous sommes panafricains, malgré que nous ne sommes pas dans l'AES, mais nous soutenons les idéologies de l'AES pour la libération de ces pays. Parce que s'il y a la sécurité là-bas... Oui. Excusez-moi, je me permets, parce que depuis un moment, je vous écoute. J'ai pas encore parlé. Moi, la question que j'aimerais poser, parce que vous êtes en train de nous faire comprendre que M. Mamadou Doumbouya est panafricain, parce qu'il soutient l'AES et tout ça, il a eu à mener des actions pour pouvoir soutenir l'AES par rapport au port et tout ça, et qu'on sort, on le sait. Mais en même temps, quand vous avez commencé à parler, vous avez dénoncé ce qui se passait au Congo. Je dis au Togo. Oui. Autant pour moi. C'est quoi la différence entre Faure et Doumbouya? Voilà. Parce que Faure aussi, question. Permettez-moi de terminer ma question. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Merci. Parce que Faure, à un moment donné, a supporté, on va dire, a aidé les pays de l'AES. Quand c'était bouclé, c'était fermé sur eux. La même chose a été faite pour Doumbouya. Et ces deux présidents ont soutenu l'AES. Quelle est la différence entre Faure et Doumbouya? Et depuis que Doumbouya est devenu président en Guinée, je pense que ça va faire plus de 3 ou 4 ans, si j'ai bonne mémoire. Et demi, ouais. Voilà. Quels sont les actes qui ont été posés, qui ont des répercussions directes sur le peuple guinéen? Voilà, avant tout. Bon, ça c'est une très très belle question, madame, parce que il faut répondre. Je suis guinéen aujourd'hui, c'est je crois en 2024 que j'ai pas été en Guinée. Mais l'un des actes, les actes récents, ça c'est récent, hein, que le président Doumbouya a apporté, c'est retirer 300 permis d'exploitation et de recherche aux sociétés minières en Guinée qui ne respectaient pas le code minier guinéen. La Guinée a décidé d'avoir son autonomie minière. Vous comprenez? Ça, c'est récent. Vous pouvez vérifier cela. C'était officiel. Et l'une des entreprises, le méga entreprise, c'est GAC, par exemple. GAC, ils sont en Guinée, ça fait 20 ans, madame. 20 ans. Dans leur convention minière, ils devaient mettre en place une raffinerie de transformation ici de la bauxite en alumine en Guinée. Après 20 ans, rien n'a été fait. On les a donné des ouvertures fiscales pour pouvoir vraiment avoir le courage de mettre ici cette raffinerie en Guinée. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, ils ont une raffinerie qui a été construite dans un autre pays qui emploie 0 Guinéen. Est-ce que c'est une entreprise qui défend, au fait, qui travaille dans l'état d'esprit gagnant-gagnant, ou c'est juste dans l'état d'esprit de gagner tout? Vous comprenez? Avant, les mines de la Guinée étaient évacuées par les tuyaux d'évacuation jusqu'au port. Les pipelines, c'était évacué sans que le Guinéen ou l'État ne comprenne combien de minéraux sortent, combien de terres sortent. C'est arrivé peut-être dans les pays en Chine, dans les autres pays. On dit, je pense que vous n'avez pas compris ma question. Moi, ma question, elle est plus d'ordre social, en fait, d'ordre citoyen, en fait. Ce que vous êtes en train de dire, bon, je vous donne un truc récent comme cela. Voilà, j'ai dit l'impact sur la population. Comment ça se ressent, on va dire, dans le porte-monnaie des Guinéens? Comment ça se ressent comment on appelle ça, dans le porte-monnaie, dans la... Madame, c'est le français que je parle, parce que là, je sais pas... Non, mais ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'expliquer des contrats qui ont été comment on appelle ça, révoqués. L'acte qui a été posé, madame, l'acte qui a été posé de retirer 300 permis d'exploitation et trucs, ça c'est le premier acte qui prouve que
le président Doumbouya se bat pour l'intérêt de la Guinée avant tout. Mais Malgré c'est qu'il... ça qui a été posé là. Comment Maintenant, je ça t'est continue, ressenti laissez-moi dans le continuer. portefeuille Voilà, je crois que vous Laissez-moi n'avez pas compris continuer. ma question. Au fait, je commence par le plus récent, au plus lointain peut-être. Maintenant, après cela, nous avons en Guinée aujourd'hui une raffinerie de traitement de l'or. Qui dit un pays souverain, un pays stable, ici parle ici des réserves d'or. On prend l'exemple ici du Burkina Faso. Aujourd'hui, le problème avec le Burkina Faso, c'est à cause de l'or. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus exporter notre or pour le traiter ailleurs. Je suis désolée de vous couper parce que quand vous dites que la stabilité, c'est l'or et tout ça, je suis d'accord. Mais le Burkina Faso a construit des usines de tomates. Il y a eu des usines qui sont sorties de terre au Burkina Faso. Madame, je vois que vous ne laissez pas parler. Laissez-moi terminer. Non, mais vous répondez pas à la question, vous tergiversez. C'est comme si vous n'avez pas compris ma question. Je dis l'impact direct de toutes ces décisions-là dans le portefeuille des Guinéens. Ça n'a besoin de tourner. Mais je suis en train de venir. On même l'idéal des Guinéens. Doucement. En fait, je viens au plus important. Monsieur immigré. S'il vous plaît, je vais vous recadrer une dernière fois. Il va falloir que vous puissiez être au centre du débat. Quand on vous pose des questions, répondez-y. Mais sachez quand même que Émirate Global, que la Guinée a ouvert, n'appartient pas complètement aux Guinéens. N'est-ce pas? Donc ça, c'est pas une souveraineté. Donc, répétez, j'ai pas bien compris. Alors, j'ai dit, votre transformateur d'or là, dont vous me parlez, n'appartient pas totalement aux Guinéens. Donc la souveraineté, elle ne doit pas être de circonstance. Je dirais je répète. Ça appartient aux Guinéens. Faites vos recherches. Non, elle n'appartient pas aux Guinéens. Faites vos recherches. Emirates Minting est leur partenaire. Emirates Mining, là, dont on parle, la BCRG. Vous parlez du GAC, non? Oui, GAC n'appartient pas aux Guinéens, je sais. Ça, c'est une société comme Emirates qui exploite la mine. Au fait, je parle des décisions qui ont un impact sur la population. Maintenant, je donne. Quand vous me parlez de souveraineté, vous me parlez de souveraineté. Minier, oui. Et que c'est quelqu'un, attendez, et que c'est quelqu'un d'autre qui a le contrôle de votre mine, qui décide avec vous, alors que vous devez, aujourd'hui on est en 2025. Est-ce que vous ne pensez pas que il y a assez d'ingénieurs dans la diaspora guinéenne, capable de faire extraire et de transformer sur place de l'or aujourd'hui en 2025? En fait, l'objectif, c'est ça. C'est vraiment avoir cette indépendance de nos mines. Créer des raffineries nous-mêmes. Attendez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne m'écoutez pas. Oui. Je vous ai dit aujourd'hui, vous savez, ce dont vous êtes en train de parler là, c'est ce que nos parents disaient il y a 30 ans, 60 ans en arrière, qu'on a besoin des Occidentaux pour venir faire du transfert de compétences. Je vous remets dans le contexte 2025. En 2025, vous allez me dire qu'il n'y a aucun ingénieur guinéen dans la diaspora, patriote, capable de venir gérer ou de venir transformer l'or sur place pour les Guinéens, par les Guinéens. Ma réponse est oui, nous avons des ingénieurs capables. Alors pourquoi c'est pas le cas? Maintenant, écoutez, nous étions dans un régime démocratique, un premier président, le président Alpha Condé. Pourquoi ce n'est pas le cas? C'est ça la question. Mais le pays est en marche. En fait, c'est les premiers actes qui sont Mais ça, c'est le pédalage, monsieur. Ce n'est pas marche, ça. On vous dit d'aller devant, vous allez derrière. Comment ça? On se comprend plus là. On se comprend plus. Que nos parents ont fait dans le temps. Si nous n'avons pas le contrôle de nos mines, si nous donnons nos mines. Vous n'avez aucun contrôle de vos mines, monsieur. Je vous le redis encore. Aujourd'hui, nous avons le contrôle de nos mines. Laissez-moi évoluer avec la question de élite, s'il vous plaît. Maintenant, les actes qui sont posés, qui impactent ici, la population directement. J'ai parlé des actes plus stratégiques, mais on va maintenant sur les actes qui impactent directement sur la population. Je vous rappelle que le 1er janvier 2025, il y a eu une augmentation du salaire de tous les fonctionnaires guinéens, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la Guinée. L'augmentation des salaires des fonctionnaires guinéens, c'est un truc que vous pouvez vérifier. À part ça, quand on parle de développement, on parle des routes. Les infrastructures sont en train de se faire aujourd'hui en Guinée. Allez-y visiter la Guinée. La Guinée en 2000,
22 et maintenant, vous allez voir une grande différence. C'est des trucs, je parle, mais vous pouvez vérifier. Ça, c'est le deuxième impact direct sur la population. Parce que quand on dit agriculture, il faut avoir accès aux plantations, il faut qu'il y ait des routes pour acheminer ici les matériaux là. Maintenant, on parle ici du projet Simandou. Ce projet Simandou, c'est vrai, on dira que c'est l'exploitation du minerai de fer, mais derrière, il y a un enjeu plus économique pour le peuple guinéen qui aura un impact direct. Par exemple, le chemin de fer aussi, vous n'êtes pas sur le chemin de fer qui est construit de 600 km, ça relie la forêt, la Guinée forestière à la capitale. Et la Guinée forestière est réputée ici d'une région agricole parce qu'il pleut 9 mois sur 12 ici en Guinée forestière. En Guinée forestière, on peut cultiver ici les bananes plantains. Ces bananes plantains demain seront acheminées ici par le chemin de fer qui sera créé entre la forêt et la capitale. Donc, l'accès aux produits alimentaires sera plus facile et le prix sera vraiment bas. Vous comprenez? Et à part ça aussi, nous avons la possibilité de transporter les personnes de Conakry à Zéro-Kouré. Donc, ça pourrait... Je crois que votre temps de parole est passé, quoi. C'est bon. Si j'ai envie d'aller en tourisme, je vais en tourisme en Guinée. Bon, laissez-moi résumer. On vous parle de vies humaines, on vous parle d'hôpitaux, on vous parle de subsistance, on vous parle d'eau, on vous parle d'électricité, on vous parle de vies humaines. Vous êtes là à me faire de l'éloge. Attendez, des éloges. Ok, posez des questions. Des augmentations de salaire. C'est mieux que vous me posiez des questions. Je réponds parce que là... Non, posez-moi des questions. C'est bon, votre temps de parole, c'est bon. Si on a envie d'aller en Guinée, on va sur des sites pour cela. Mais laissez-moi conclure maintenant. Bon, laissez-moi conclure si vous me permettez, avec tout le respect. Bon, pour finir ce que j'ai à dire, vraiment au peuple de l'AES, au peuple africain, aujourd'hui, chaque pays décide de quelle est la direction qu'il veut donner. Mais être panafricain, c'est poser des actes. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire pense que ce que le président fait n'impacte pas directement la population, c'est à eux de l'enlever au pouvoir là-bas. C'est à eux d'aller aux élections, l'enlever sur le plan démocratique. Si le Togo, par exemple, ils savent que ça va pas, c'est leur combat, c'est leur responsabilité d'enlever ce régime. Et c'est la responsabilité aussi de la Guinée, si ça va pas à l'interne, de manifester pour enlever ce régime. Donc, c'est tout ce que j'ai voulu apporter comme contribution vraiment au combat que vous êtes en train de mener. Merci. Salut frère, bonjour frère, je voulais savoir, est-ce que tu es au courant de la situation de Fonike Mwengue? Je suis au courant de la situation de Fonike Mwengue. Qu'est-ce que tu en penses? Lui, c'est un activiste. Maintenant, le cas de Fonike Mwengue, vous savez, avant le coup d'État, il y a eu le troisième, il y a eu le Front National de Défense de la Constitution. Ça, c'est un Front National qui était apolitique. Vous comprenez? Donc, nous tous, moi j'étais en Guinée en ce moment, nous avons lutté, nous sommes sortis pour faire barrage au troisième mandat de Alpha Condé. Juste après le coup d'État, le régime de Alpha Condé est parti. On a un nouveau régime qui est venu. Maintenant, dans le même FNDC, vous savez ce qu'ils ont fait? FNDC qui avait un combat de défendre la constitution que M. Alpha Condé voulait changer pour se maintenir au pouvoir. C'est même politique. Maintenant, ils ont créé un FNDC politique. Vous comprenez? C'est qu'on est sorti d'un FNDC activiste qui avait juste un seul rôle, un seul combat de défendre la Constitution. Maintenant, ils ont créé leur propre FNDC politique. Maintenant, ça, on sort de la politique. On sort de, comment c'est vraiment la cause qui réunissait tous les Guinéens. Mais qui l'a enlevé? Qui l'a enlevé? Mais attendez, je sais pas, je peux pas vous dire qui l'a enlevé, mais ce qui est sûr, il est arrêté par peut-être les autorités ou je sais pas qui, mais ce qui est sûr, il allait dans la direction vraiment qui pensait noble. Donc, si vraiment il y a des conséquences qui suivent, bon, c'est à lui d'assumer. Aujourd'hui, on a des activistes qui sont gouverneurs ici de certaines communes. Donc, je pense que le cas de Fonike Mwengue, c'est purement politique. C'est politique. Parce que le combat qui était à la base, vraiment le peuple a adhéré, on a eu ce qu'on voulait. Mais là, maintenant, FNDC politique, ça, c'est leur problème, ça. Voilà. Comme on le dit, nous, c'est le côté économique, l'impact sur la population qui nous intéresse. Si quelqu'un se lance dans la politique, mais ça n'engage que lui, parce qu'un politicien doit accepter les hauts et les bas
Donc, c'est ta conviction, c'est toi qui seras le premier à y donc, gagner. donc un Voilà. activiste politique doit accepter la prison Il n'est plus arbitraire. activiste, quoi. j'ai tous dit. L'emprisonnement. Oui, Oui, c'est politique. j'ai C'est dit pas un un activiste. activiste. Non, j'ai dit un C'est quoi la politicien en Afrique définition? doit accepter C'est quoi la définition de l'activiste? l'emprisonnement arbitraire. C'est ça que vous Non, voulez me Un dire. activiste, là, Un c'est quoi la activiste définition? doit pas défendre ses propres intérêts, il doit défendre les intérêts du peuple. Et le FNDC, c'était juste pour Kémy défendre Séba, la c'est pas un Constitution. activiste. Maintenant, la Constitution là qu'ils ont Monsieur- défendue, la Monsieur Constitution, Kémy aujourd'hui, on est en Séba, train de c'est faire pas une un nouvelle activiste. Constitution. La nouvelle Monsieur- Constitution, on est en train de faire. Non, monsieur, vous êtes dans une démarche de Non, moi, je ne suis vouloir- pas dans la démarche de- politique, non, madame. non, mais c'est- Je ne suis pas dans les calculs politiques. Parce que si Parce quelqu'un que décide de vous faire nous la dites- politique, Vous ça nous n'engage dites, que parce lui. que quand vous Mais- avez commencé déjà par dénoncer quelque chose qui s'est passé au Togo. Quand on veut donner des exemples, il faudrait qu'on soit en mesure d'être nous-mêmes, soi-même des modèles. Parce que vous êtes venus, vous êtes en train de parler d'un problème des Togolais. Les Togolais sont là, ils vous écoutent. Et quand il s'agit de vous, vos problèmes, quand on commence à vouloir en parler, On a déjà combattu nos problèmes, madame. c'est un C'est pour ça qu'il y a eu activiste. le troisième mandat. On a Donc fait parce le que coup c'est un d'État. activiste politique, on doit le mettre en prison. Non, écoutez, Fonika Menga, on ne sait pas s'il est en prison ou pas. Il n'est pas en prison quand même. Sinon, on saura qu'il est en prison. Et vous sentez pas le besoin de dénoncer. C'est-à-dire que parce qu'il fait la politique, que c'est un activiste, ou Mais pas, est-ce ou parce qu'il fait que la politique qu'il fait si on là le prend- aujourd'hui, attendez, est-ce que la politique qu'il fait là aujourd'hui, c'est pour le peuple? Mais comment vous Non, le je savez? pose la question. Parce Mais que moi, à je la vous base, demande, puisque c'est votre compatriote. avait Comment un vous le seul savez? combat, défendre la Constitution. Maintenant, la Constitution là, il y a eu coup d'État. Donc, la Constitution là aujourd'hui, qui est en vigueur jusqu'à présent, parce qu'ils sont en train d'écrire une nouvelle Constitution, qui C'est sera un quoi, référendum là? bientôt. Vous voulez une Maintenant, nouvelle voilà. Afrique unie avec ce genre Voilà. de mentalité. Maintenant, En l'objectif, C'est grave. 3 ans que On le peut monsieur se est calmer. arrivé, il commence On à peut faire se une nouvelle calmer. constitution et On vous peut vous se calmer. acceptez mais Monsieur Ignoré. des donneurs de leçons à deux bords. Étoile, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Le gars, j'ai pas entendu son intervention, désolé. Au fait, depuis tout à l'heure, le monsieur il était en train de parler. Bon, il a expliqué un peu par rapport au Togo, il s'est prononcé. Il s'est aussi prononcé sur l'AES et il a parlé par ricochet de son pays, le Togo. Et il était en train de parler du la président Guinée. Doumbouya, de la Guinée, autant pour moi. Et il était en train de parler de Doumbouya et tout, des bienfaits que le monsieur fait et tout. Donc c'est comme ça, moi j'ai pris ma motion, je lui ai demandé de tout ce qu'il a cité là. Quel est l'impact direct que la population gagne au travers de la gouvernance de son président et tout. Donc, il était en train de donner une sorte de réponse qui partait à mon sens dans tous les sens. Et en même temps, la légende a parlé un peu avec lui. Bon, comme j'étais un peu occupé, j'ai mis mes écouteurs. Et après, je pense que Soulé lui a posé une question de savoir parce qu'il y a un activiste politique dans son pays qui a été, je crois, enlevé. Et quel était son point de vue, lui. Et le monsieur, il est en train d'expliquer et il fait comprendre que le monsieur, c'est un activiste politique et que c'est pas dans l'intérêt du peuple qu'il parle. Et il a commencé à il est expliquer. politique maintenant, il est plus activiste. Parce que quand tu arrêtes de défendre. Donc, parce d'un qu'il est peuple- politique, donc Le parce qu'il est politique, on politique, doit l'enlever. Attendez, On je doit vous donne l'enlever. un autre exemple. Il y a. Et c'est vous qui voulez il y a- donner des ok, il y a leçons. l'opposant, L'Africain, par un exemple, incroyable historique talent. de la Guinée qui est à l'exil. Ça, c'est Cellou Donc, Dalein, par Tania, exemple. voilà Non, un peu en ce qui fait, s'est je vous passé. donne un autre exemple après Fonike. Vous comprenez, c'est pour comprendre la Tu nous ramènes politique. la Guinée dans le Togo. Non, la Guinée dans le Togo, en fait, la Guinée et le Togo, c'est différent, je dirais, parce que aujourd'hui, on a un président, sans le défendre, qui met les actes dans l'intérêt du peuple guinéen. Maintenant, pour C'est parler bizarre. de la politique interne, bizarre. pour mieux comprendre, C'est je bizarre. dirais que, Fonika Il Menga, parle de Mamadou Doumbouya. écoutez, Fonika Le Menga vendu, aujourd'hui, là. Le Fonika vendu, là. Menga aujourd'hui, il est porté disparu. Vous comprenez? Maintenant, à part Fonika Menga, nous avons les Sidia Touré, nous avons Cellou Dalein qui sont On à parle du Togo, l'exil. mon frère. faut Mais descendre. ces personnes qui sont à l'exil, c'est Ton grave. président, que c'est les Américains qui lui ont donné le pouvoir là, qui ont fait le coup d'État puis lui ont déposé là. Il y a eu combien de détournements depuis décembre chez vous? Détournement de fonds. L'argent est en transit. Lingot est en transit pour partir à Dubaï, ça a disparu au milieu de la route. On peut en parler. Détournement à la douane. Lui, De là, quoi est-ce que tu il parles, blague. toi? Vous avez cru qu'on ne connaît pas ou bien, je ne sais pas, tu as cru qu'on ne connaissait pas ou bien tu fais exprès? Maintenant, dans le cas où tu viens prendre Doumbia pour un exemple. Non, sérieux là. Il me parle de C'est à qui de souveraineté. parler. Il me parle de souveraineté. Et je lui ai posé la question. Il est sûr que les mines qui sont exploitées là, sont souveraines, C'est appartiennent au peuple guinéen. C'est faux, ça a été donné à des sociétés étrangères. Il dit que son président a racheté
Il dit son C'est président a faux. racheté presque toutes les sociétés C'est faux. qui C'est faux. géraient. La communication, c'est faux. Des menteurs comme ça. Tania, ce qu'il faudrait que nos frères sachent aussi, c'est que aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous ne sommes plus dans la démarche où on doit vendre au fait nos trucs au fait, où nos sociétés doivent être dirigées par des leaders américains, français, coréens, japonais et autres. On s'en fout de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes au fait la richesse de nos pays. Nos sociétés doivent d'abord travailler pour nous et nous appartenir. Donc, venir donner ici Doumbouya comme exemple, moi, sincèrement, j'étais juste... j'étais à Barsoudi, mais pourtant, comme dès ces 2 derniers jours-là, mon plus gros slogan, c'est de ne pas couper de ne pas... comment est-ce qu'on dit le thème de ne pas contredire le con, de lui donner le temps de le faire lui-même. Et c'est ce qui vient de se passer. Merci. C'est pour ça que j'ai demandé c'était quoi l'impact direct dans le portefeuille de la population guinéenne. Il a J'ai compris, il peut pas répondre. Il peut pas va à répondre. gauche, il va à droite, il va. J'ai dit, mais quel est l'apport Je de pensais ce que tu viens de dire là dans le porte-monnaie de la ménagère guinéenne? Moi, je pensais qu'il allait nous dire... Je pensais qu'il allait nous sortir de l'or comme du quoi... Burkina. Je pensais qu'il allait nous sortir comme quoi les sociétés là qui détiennent au fait les projets de la construction du train de quoi qu'il a raconté. Oui, et il sort, il dit... Aux Guinéens. Mais en même temps, tu sais ce qu'il nous parle? Il nous dit, ouais, la souveraineté commence par l'or. Et comme au Burkina, il veut prendre l'exemple sur le Burkina. La Guinée, là, c'est seulement le drapeau qui n'a pas encore été vendu. J'ai dit, c'est seulement le drapeau guinéen là qui n'a pas encore été vendu. Sinon, bientôt, là, même les êtres humains, là, ils sont vendus aux enchères. C'est ça. Et en plus, il faut reconnaître aussi que ces histoires de la France-Afrique, ils sont tellement forts dans la communication où ils bernent, en fait, les gens. C'est comme ça, ils créent, en fait, de petits leaders. C'est Vivendi Group. Attendez, je vais donner un exemple. Tout ça, c'est les groupes français. Ouais, l'exemple de la Guinée traduit véritablement comment est-ce qu'on peut créer des dirigeants zélés ou faire croire, en fait, au peuple, on lui donne un semblant de liberté. Tout en sachant que derrière, mais on le tue. Comme au Togo. Et l'autre là, le Togo, on ne peut Doucet, plus donner là, le Togo. Doucet, là, un seul discours. Les gens se basent sur un seul discours de Doucet aux Nations Unies pour dire qu'il est panafricain. Attends. Et moi, il y a quelque chose que j'aurais bien voulu dire au fait à tous les autres panafricains. Les gars, le Togo est le berceau de la France-Afrique. N'oubliez pas ça. Le Togo, c'est le berceau de la France-Afrique. Si vous prenez tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont connu un tant soit peu, un tout petit peu de changement. Si on prend le Togo, après l'assassinat du tout premier panafricain, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, la France-Afrique a pris racine et a grandi au Togo. Du Togo, ce programme, tous les désordres qui se passent dans nos pays francophones. Sinon, comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, non seulement appelle son vaurien de neveu, son jeune doyen. Donc, le combat du Togo... C'est son neveu, toi aussi, tu viens dire que c'est pas son neveu. C'est son neveu. Non, je ne refuse pas, je ne vais pas leur refuser ça. Ils sont neveux. Ils se connaissent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent le même papa. Puisqu'il y a des mois, c'est son papa aussi. Ou son grand frère, je ne sais plus. Ok, on va écouter Soule, tu es là? Oui, ça, Edje. Oui, je suis là. Ça, Ok, Edje, et puis après Togo. Ils sont montés en dernier. Tapotez, les gars, tapotez. Moi, je m'appelle pour aller par mon événement, là. c'est quel événement? Eh bien, on vous écoute.
Non, Mais on parle c'est- bien l'anglais. Hein. Voilà, you speak English, please. Thank you very much. C'est dépassé. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Edje. J'espère que vous portez bien. Au fait, j'ai l'impression que le continent africain, dans sa marche vers sa liberté, se perd un tout petit peu. Et je m'explique un tout petit peu. Quand je prends les panafricains, de tous les siècles confondus, hein, nous avons vu des Alpha Condé opposants farouches à président et voulant se maintenir au pouvoir. On a vu des démocrates, Alassane Ouattara, venir au pouvoir et vouloir se maintenir au pouvoir. Ma plus grande question, est-ce que le continent africain, quand on prend par rapport à notre histoire, est-ce que nous avons véritablement besoin d'une démocratie? Est-ce qu'il nous faut une démocratie? Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le pays le plus puissant au monde, tout le monde le sait, c'est la Chine. Alors, Je ne crois pas que pause. Qu'est-ce que vous appelez par démocratie? Parce que la démocratie, si vous voulez, ouais. les gens, si vous voulez, la démocratie, elle n'est pas africaine. C'est du colon. Non, si. Allez voir la charte du Mandingue. La démocratie, hein, je ne sais pas pourquoi vous ne vous cultivez, excusez-moi le terme, mais c'est un peu blessant ce que je vais dire. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous cultivez pas et que vous n'allez pas aux informations. Solon là, celui-là qu'on appelle le père de la démocratie là, le grec là, il a dit lui-même dans ses manuscrits qu'il a découvert la démocratie en Afrique. Je peux te poser une question. Les gens, je peux te poser une Essayez question. je sais pas, arrêtez, cultivez-vous et arrêtez les balivernes. Ce Les n'est pas gens, possible. je peux te poser une question. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez Les par gens, démocratie? est-ce qu'on peut avoir une discussion? Je peux te poser une question. Je vous demande, qu'est-ce que vous appelez par démocratie? Rappelez-vous. Les gens, je peux te poser une question. Tu as parlé. Je peux te poser une question. Pour le peuple. Mais Les gens, je vous est-ce pose que une je peux- question, vous voulez m'en poser une Non, autre. On ne les gens, peut c'est pas moi qui discuter parle. comme Non, ça. les gens, Si c'est la voix du c'est peuple pas- par le peuple, c'est Motion. pour le peuple. Monsieur Les gens, Edje je le sait. parlais. Qu'est-ce que vous appelez par démocratie? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les gens, je parlais. Vous m'avez Monsieur coupé. Edje, s'il vous plaît, monsieur Edje. Non, je sais, Frappez-vous. je viens, monsieur Edje, s'il vous plaît. Monsieur Edje, j'ai une Oui. question pour vous. Vous êtes Togolais? Pardon? Vous êtes Togolais? Évidemment. Ok, d'accord. Dans les jeunes, on Ça prend va. le radio, on a qu'à l'écouter. On a qu'à l'écouter. Ça se comprend. Développez. Vas-y. D'accord. Donc je disais, sans vous mentir, pour moi, la démocratie, c'est fait pour endormir le peuple, en fait. On vous donne quelque chose. Apparemment, selon les dires, c'est le système dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Mais quand on prend nos pays africains ou nos États africains, on essaie de l'installer. Là, on parle de démocratie, mais rien ne va. Quand je prends un tout petit pays comme le Burkina Faso aujourd'hui, où tout le monde en parle, mais on a comment on appelle là, au pouvoir un jeune visionnaire. On n'a pas besoin de démocrates pour faire évoluer les choses en Afrique. On a besoin plus de visionnaires que de démocrates. Mao Tse-tung en Chine, qui a fait développer ce pays, qui avait une vision pour ce pays, je ne crois pas qu'il soit démocrate. Je suis désolé. Mais quand vous voulez brandir la démocratie, je vous le dis, même si elle vient de l'Afrique, elle a été mise en pratique en Occident avant bien de revenir en Afrique. Et elle est revenue via la colonisation. Donc, ceux qui essaient de nous dire que oui, il faut passer par tout le monde par rapport à la démocratie, je vous en prie, arrêtez de dormir le peuple. Quel pays ici, en Afrique, va me parler de démocratie effective, de façon effective? Les origines de la démocratie, excusez-moi le terme, on s'en contrefiche, que ça soit africain, qu'elle soit africaine. Excusez-moi, on va arrêter le massacre. Et c'est Mao Tse-tung dont vous avez... Non, on va arrêter le massacre. Parce que je vois de l'inculture... Wow. Je vois de l'inculture... Bon, bref. Est-ce que vous savez que la Chine... Excusez-moi. Est-ce que vous savez que Mao Souley, a créé une démocratie Souley, populaire? Souley. Monsieur Edje, non. On va arrêter le massacre là, rapidement. Est-ce que vous savez que Mao, là, il a créé une démocratie populaire? Désolé, je ne sais pas. Ah ben, vous voyez? C'est une révolution populaire. Ça n'a rien à voir avec une Non, j'ai démocratie pas dit une populaire. révolution. J'ai dit Mao a créé une démocratie populaire sur l'ensemble. On parle de la révolution. En Chine, on parle de la révolution, c'est pas une démocratie. Arrête la légende. La Chine a créé une démocratie populaire basée sur l'ensemble des processus de conditions nationales. Allez lire le livre rouge. C'est une démocratie que Mao a mis en place.
Une Je ne révolution. parle pas de révolution populaire, monsieur. Tu te trompes, légende. C'est une révolution. Tu te trompes. Écoutez, Arrête. je reviens, je vous dis. La Chine a créé une démocratie populaire. Je ne vous ai pas dit une révolution populaire. J'ai dit une démocratie populaire. Un principe qui était basé. Ils ont créé ça là. Ils ont basé ça sur l'ensemble des conditions nationales. Est-ce que vous avez compris mon français ou vous voulez que je sois plus clair? Je peux te poser une question? Légende, je peux te poser une question? Monsieur, je reviens à ma première question que je vous ai posée. De quelle démocratie vous nous parlez? Celle dont tout le monde parle. On dit la démocratie, c'est le système dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Et je te dis que quand on prend nos États, quoi qu'on dise, le pouvoir, aucun pouvoir ne revient au peuple. À partir de quel moment je ne me fais pas comprendre? À partir de quel moment je t'énerve? Je te dis, est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de la démocratie? C'est une question que je vous ai posé une Attendez. Parce que je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à vous suivre. Je reviens encore. Quand vous dites la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et par le peuple. Non, cette démocratie-là dont on parle, qui a été trouvée en Afrique, créée par des Africains, utilisée par des Africains, qui a fait le tour et qui est revenue sous d'autres formes. Cette démocratie-là, c'est de celle-là vous parlez? Ou vous parlez de la démocratie, la pseudo-démocratie dans laquelle le plus riche a le pouvoir? Parce qu'il y a deux choses bien différentes, hein. Monsieur Edjei. Je suis là, je vous écoute. Mais répondez, de quelle démocratie parlez-vous? Les gens, ce que vous devez comprendre. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Est-ce que c'est possible? Voilà. La démocratie, où c'est le plus riche qui a le pouvoir, est-ce que c'est pas ça le capitalisme? Ben oui, il y a du capitalisme, ça c'est un autre système de gouvernance, mais ça c'est autre chose, voilà. Mais bon, je pose la question à monsieur Edjei Le Sel de me dire de quelle démocratie va me parler. Parce que si on parle de démocratie, de cette démocratie qui a été créée en Afrique, conçue en Afrique là, où la vie est sacrée. Mais vous n'allez pas venir, vous en tant qu'Africain, me dire qu'il faut laisser de côté ces valeurs-là, cette culture africaine qu'on a, basée sur la sacralité de la vie africaine, de la vie, et se tourner vers toute autre chose, qui est la démagogie, la dictature. Attendez, je n'ai pas fini. Laisse-moi répondre. Les États de l'AES ne sont pas dictatoriaux. Ce ne sont pas des États dictatoriaux. La preuve, ces militaires qui sont à la tête de ces pays-là, la plupart ont suivi des formations démocratiques républicaines. Et aujourd'hui, ce qu'ils font dans leur pays, c'est la souveraineté du peuple qu'ils recherchent en premier. Donc, la sacralité de la vie humaine. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, quand vous me dites que, de facto, les dictateurs, Doumbia, non, pas Doumbia, les chefs d'État de l'AES sont des dictateurs, je vous dis faux et archi faux. Ce sont des démocrates au prime abord. Je ne vais pas te laisser me dire ce que j'ai pas dit. À quel moment tu m'as entendu? Mais monsieur, je suis en train... À quel moment? Non. À quel moment? Avec moi, on ne fait pas ce genre de débat. Avec moi, on ne fait pas